Je m'appelle Julia Bockel, donc j'enseigne la philosophie à l'école de Condé. Je serai sans doute amenée à vous rencontrer. Là, je m'adresse au B1 dans les années à venir. Les autres me connaissent. Je vous propose une réflexion à la demande de Sylvain Savouret, qui a eu la bonne idée de me proposer cette conférence sur la forme, donc une réflexion sur ce qu'est une forme d'un point de vue philosophique. Sachant que la question m'a beaucoup intéressée, donc je remercie Sylvain au passage, et en même temps, elle est extrêmement complexe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est intéressante à mon sens. Alors, d'abord, je commente un tout petit peu ces deux images. Vous avez à gauche un mandala, hein, une forme qui est utilisée plutôt dans un cadre spirituel, de méditation. Et à droite, un quené, donc peut-être moins connu hein, que les mandalas, hein, qui sont très maintenant utilisés par le large public. On peut offrir des livres de coloriage de mandalas pour se détendre à sa tante. Voilà. À droite, c'est plutôt c'est un quené, donc un dessin traditionnel de l'ethnie Shipibo au Pérou. J'essaierai d'expliquer pourquoi j'ai choisi ces formes, en tout cas ces dessins. Et bien sûr, la figure du cercle et du carré ont leur importance. Je passe tout de suite au contenu vraiment proprement philosophique de la question, donc qu'est-ce qu'une forme? La question est la question d'une définition, puisque vous savez certainement qu'en philosophie, on ne peut pas se passer de définir les termes que nous étudions. Et en fait, une partie de la réflexion philosophique consiste justement, précisément, à définir les termes. Alors, l'étymologie est toujours assez éclairante à cet égard. Donc, le latin qui a donné la forme est simplement forma, qui désigne l'ensemble des caractéristiques extérieures de quelque chose. Et en grec, morphé, la forme propre d'une chose. Jusqu'ici, tout va bien. On a le sentiment de savoir à peu près de quoi il est question. Justement, ça rejoint plutôt le sens ou l'essence ordinaire que nous attribuons au concept de forme, au terme de forme. Premièrement, les caractères apparents des choses. Donc les exemples suivants pourraient être complétés par tout ce qui en fait possède une certaine matière et une certaine forme. La forme du visage, la forme d'une table, d'un vêtement, d'un édifice ou d'un dessin. Vous notez que dans ces exemples, il y a à la fois des éléments naturels, un visage, c'est en tout cas une forme naturelle d'un être naturel, tandis que les tables, les vêtements, les édifices, les dessins sont des artefacts, c'est-à-dire des produits créés par l'humain. Deuxième sens ordinaire, l'arrangement, la façon dont une pensée est présentée. Donc en effet, on peut juger un discours plutôt sur sa forme que sur son fond. Donc ça peut être bien évidemment les manières de parler, de positionner sa voix, ce fichier de présentation PowerPoint, cette vidéo. Et j'espère que vous pourrez faire abstraction de la forme dans ce cas pour aller directement vers le contenu qui importe. Troisièmement, caractéristique d'une institution politique ou culturelle. Donc là, c'est pour désigner en fait la sorte de gouvernement dont il est question, qui peut être un gouvernement monarchique ou démocratique, donc selon un système, un fonctionnement propre à ces formes de gouvernement, ou bien en art, une forme musicale, chorégraphique, cinématographique. Donc là, c'est presque un équivalent de type ou de sorte, tout simplement. Voilà pour les sens ordinaires. Désormais, en logique, on parle de logique formelle, puisque justement la logique consiste à élaborer des structures ou à dégager dans nos raisonnements des structures de nos raisonnements et des propositions que nous utilisons dans le langage pour raisonner. Donc, et ce, indépendamment du contenu. C'est-à-dire, par exemple, si A est B et si C est A, alors C est B. Ça, c'est un raisonnement formel, et ça veut dire formel indépendant de son contenu, et il est valide justement quel que soit A, B et C, quel que soit le contenu de A, de B et de C. Ce sont des rapports tout simplement ici d'identité. A et B, donc il y a un rapport d'identité, et C et A, donc on peut en déduire que C et B, tout simplement. Ça, c'est vraiment formel au sens où on ne précise pas ce qu'est A, B et C, si on parle de corbeaux, d'êtres humains ou d'autres choses. Alors, première difficulté importante du terme, liée à la polysémie du terme forme en philosophie.
Donc la notion peut en effet désigner, je me suis heurtée à cette difficulté parce que finalement je me suis dit une forme, c'est pas du tout la même chose selon qu'on la prend comme forme d'une chose existante, précisément, ça rejoint le sens ordinaire que je viens d'exposer, donc une chose que l'on voit, que l'on sent physiquement. Ce sens est complètement différent du sens plutôt platonicien de la forme. Platon parle de forme comme des réalités qui appartiennent à un monde supérieur. On dit suprasensible, dans la mesure où ce monde est au-delà de ce qui est accessible à nos sens. Donc comment accédons-nous à ces formes, ou en tout cas comment pouvons-nous espérer y accéder? Eh bien par l'intelligence seule. Et on va revenir sur cette notion de forme platonicienne. Et enfin, encore un autre sens très différent, c'est que la forme peut désigner une réalité mentale, donc cette fois-ci une sorte de structure qui serait dans notre esprit, interne à notre esprit, qui conditionne notre expérience, un cadre dans lequel s'effectue notre expérience sensible et qui la rend possible. Donc là, c'est chez Kant. Il va dire par exemple que l'espace et le temps sont des formes a priori de la sensibilité, c'est-à-dire les formes qui conditionnent notre expérience de n'importe quel objet dans l'espace et dans le temps. Mais pour Kant, tout cela est interne à l'esprit. L'espace n'est pas une donnée extérieure qui me vient de l'expérience, c'est quelque chose qui est inné en nous, qui est une constitution propre à notre esprit, qui nous permet de percevoir les choses dans l'espace et dans le temps, par exemple. Il y a d'autres formes de l'esprit. Alors la difficulté, elle n'est pas simplement sémantique, c'est-à-dire elle ne concerne pas simplement le sens du terme forme selon les contextes. L'ambiguïté, elle est aussi, ou la difficulté, elle est ontologique. Ontologique vient de ontos et logos. Ontos, l'être, logos, langage, discours. Et donc l'ontologie, c'est le discours sur l'être. Donc il y a une difficulté au niveau du langage, mais cette difficulté au niveau du langage, elle ne fait que refléter les choses réelles, donc les choses qui existent, qui sont. Alors, que sont les formes? Les formes sont-elles et où sont-elles? Si on peut poser la question ainsi. Les formes sont-elles dans les choses extérieures, comme on semble le dire avec les sens ordinaires du terme? La forme serait l'apparence, la forme arrondie, ovale, allongée d'un visage. Ou bien dans l'esprit qui les perçoit. Là, ce serait plutôt le sens kantien. Est-ce qu'elles sont réelles? C'est-à-dire, donc plutôt dans la chose, réel vient de res, en latin, la chose. Donc indépendante, c'est-à-dire réelle, c'est-à-dire indépendante du sujet qui perçoit ces formes, indépendante de nous, en fait, qui les percevons. Elles sont dans les choses. Ou alors, est-ce qu'elles sont relatives? Et c'est fort différent de dire qu'elles sont, c'est-à-dire, elles dépendent, relatives d'un sujet percevant, donc elles dépendent de notre regard sur les choses. Est-ce qu'elles sont matérielles? Est-ce qu'elles sont inhérentes à la matière ou immatérielles? Est-ce qu'elles ne sont que les formes de notre perception? Donc j'ai choisi des images j'ai essayé en tout cas de choisir des images qui peuvent illustrer un petit peu les difficultés qu'on rencontre avec les formes, le cas des projections anthropomorphiques lorsqu'on voit des yeux sur un arbre par exemple. Qui montre bien que, bien sûr, l'objet considéré, en l'occurrence le tronc d'arbre, a bien une forme spécifique, mais nous l'interprétons comme un visage en vertu de notre propre manière anthropomorphique de percevoir les choses, c'est une projection anthropomorphique. Le cas de l'illusion d'optique, qui nous donne l'impression de voir du mouvement dans cette seconde image quand il n'y en a pas en réalité. Donc il y a vraiment une distinction ici entre notre perception et le réel. Et puis l'œil qui montre que, par exemple, dans le cas des couleurs, le cas des couleurs n'est pas le cas de la forme, mais on sait que les couleurs sont des propriétés qui vraisemblablement ne sont pas dans les choses réelles, mais dans notre manière de percevoir. Et la question se pose parfois aussi, je crois, en ce qui concerne la forme. Donc, finalement, peut-être on pourrait se dire que dans ces deux cas, quand il y a une ambiguïté entre la chose et la perception, peut-être qu'on ne désigne finalement pas la même sorte d'entité et qu'il faut simplement dire, on ne parle pas de la même chose. Il faudrait avoir deux mots, deux termes distincts pour désigner l'un ou l'autre. Dans un cas, il s'agit de la forme de la chose concrète et singulière, et dans l'autre, la forme comme
mode de perception. Et on devrait plutôt parler de mode de perception ou de cadre de perception, système perceptif, etc. Ou alors, comme chez Platon, la forme serait une essence universelle telle que l'essence du cercle, donc ce qui définit le cercle. On va revenir sur la thèse platonicienne. Cependant, il n'est pas absurde, malgré tout, de se dire, finalement, il y a quand même une ambiguïté entre la forme réelle ou la forme mentale. En tout cas, il n'est pas absurde de se poser la question de savoir si elle est réelle, cette forme, ou si elle est, ou si les formes sont réelles ou si elles sont mentales. Et autrement dit, ce ne serait pas juste une question de différents sens des termes. Et ce qui me fait penser ça, c'est qu'en mathématiques, une question similaire se pose. On sait que certains mathématiciens dits platonistes, comme je l'ai mis en dessous, donc justement parce que leur thèse s'apparente à la thèse platonicienne du ciel des idées ou du monde des formes, certains mathématiciens pensent que les lois mathématiques existent réellement, sont une structure fondamentale qui préexiste à l'esprit qui les découvre. Autrement dit, il y aurait des lois mathématiques dans le monde, dans la nature, et l'esprit humain du mathématicien, en l'occurrence, aurait pour vocation, pour but, de les connaître et de les découvrir. D'autres mathématiciens réfutent cette thèse et ont le sentiment de plutôt inventer, produire des théorèmes, etc. Et donc, et soutiennent que les mathématiques ne sont pas dans les choses, comme une structure, un intelligent design, comme l'ordre du monde, la structure du réel. Les mathématiques seraient plutôt une production de leur esprit, de l'esprit humain. C'est une façon complètement différente, en réalité, de percevoir ce que sont les mathématiques. Alors, je passe un petit peu sur cette question très technique, puisqu'on ne va pas la résoudre aujourd'hui, mais on peut déjà faire certaines remarques qui vont être décisives pour la suite de cet exposé. Très souvent, vous avez sans doute remarqué ça au cours de votre existence, on distingue la forme et le contenu. Alors, par exemple, d'une démonstration mathématique, où on peut distinguer aussi la forme et le fond. Parfois, on dit plutôt fond que contenu, mais c'est à peu près équivalent. Lorsqu'il s'agit d'un poème, on étudie par exemple est-ce que c'est un poème en prose, en vers, le jeu sur les sonorités, allitération, consonance, etc. Et ça, ce serait plutôt la forme du poème. Le fond du poème, ce serait bien sûr plutôt le sens qu'il communique. Donc, est-ce que c'est un poème qui parle d'amour, etc. On distingue, mais c'est un petit peu près similaire aussi, la forme et la signification d'une attitude, d'un comportement. On peut s'apercevoir que certains comportements ne sont pas en accord avec ce qu'ils veulent dire. On peut avoir l'impression qu'une personne est morose et triste, etc. Et en fait, c'est juste son apparence physique qui nous dit ça, ou sa démarche, alors qu'en réalité, son état d'esprit est tout autre que celui qu'on lui attribue. Donc il peut y avoir un décalage entre la forme et le contenu, la forme et le fond, la forme et la signification. Si on fait ces distinctions, en tout cas, c'est qu'on peut le faire. Et ces ambiguïtés aussi, finalement, on peut les ramener à d'autres distinctions, souvent examinées en philosophie, que sont les distinctions entre l'extériorité et l'intériorité. Le monde extérieur est moi-même sujet de la connaissance, donc on aurait pu dire aussi l'objet et le sujet. Les choses extérieures et les pensées, donc les choses réelles et les idées, cette fois-ci dans un sens non platonicien, hein, mais les idées de mon monde mental, si un tel monde mental existe bien, mais c'est un autre sujet. Et puis la distinction entre concret et abstrait. Est-ce que les formes sont concrètes, singulières, présentes dans les choses palpables autour de nous, ou est-ce qu'elles sont des abstractions au sens platonicien que nous allons étudier? Donc ces ambiguïtés, ces distinctions, elles concernent aussi bien, pardon, j'ai pas mis le mot art en dessous de science, mais elles concernent la vie ordinaire, elles concernent la science, elles concernent l'art, donc c'est-à-dire des domaines finalement très divers, apparemment divers,
et on verra dans une autre conférence qu'il y a des raisons de ne pas les distinguer si radicalement, ces domaines. Mais quoi qu'il en soit, la problématique donc, de cet exposé, de cette conférence, est la suivante. Est-il pertinent de considérer les formes pour elles-mêmes en les détachant de leur sens, de leur contenu, de leur matière, comme on le fait, je l'ai déjà, et comme je viens de l'évoquer. Donc, on va commencer par le formalisme ordinaire. Dans la vie ordinaire, le formalisme, c'est une tendance à accorder beaucoup plus d'importance à la forme, c'est-à-dire au sens de caractère extérieur des choses, des règles et des conduites, des comportements, des attitudes, qu'à ce qui les constitue au fond. Donc, on va s'attacher à l'apparence d'une personne, à sa manière d'agir, sa manière de se comporter, sa manière de s'habiller. Et par exemple, un formaliste respecte de façon scrupuleuse, en toutes circonstances, les codes de politesse propres à telle ou telle situation. Donc, on connaît tous ce genre de personnes qui sont extrêmement formelles, polies, qui ne dérogent jamais aux règles de politesse et qui éventuellement font très attention à leur manière de s'habiller. Donc, dans les entretiens d'embauche, on insiste sur la nécessité de soigner sa présentation. Donc, ça fait partie de ce genre d'idées formaliste, ou en tout cas d'insistance sur la forme, qui finalement relèverait plus des apparences, dans le sens qu'on étudie là, que du fond des choses. Donc donner une première impression, l'habit ne fait pas le moine, etc., c'est tout ce genre de citations ou d'idées, d'expressions courantes qui font référence à cette distinction souvent faite entre les apparences et la réalité, les impressions et la réalité. Alors, question, est-ce qu'il est possible, souhaitable, pertinent de distinguer ainsi l'extériorité, l'apparence d'une personne et son intériorité? Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Est-ce que ça a du sens de le faire dans toutes les situations, par exemple? Est-ce qu'il est possible, souhaitable, pertinent de distinguer la forme et le contenu d'une œuvre d'art? Ça, on va le voir par la suite, donc je ne fais que le présenter pour l'instant, mais on va s'y atteler à cette question. Et puis, est-ce qu'il est possible, souhaitable, pertinent de distinguer le signifiant et le signifié d'un symbole? Et on y viendra dans une prochaine conférence sans doute, même si on va déjà l'aborder un peu aujourd'hui. Alors, dans le formalisme ordinaire, vous voyez que j'ai intitulé ça « Des apparences à la réalité » parce que justement, dans cette idée formaliste, on peut avoir le sentiment que finalement la forme est détachable du fond et que lorsqu'on voit une personne, on voit des apparences, mais on ne la connaît pas en réalité. Et donc il y aurait toujours cette espèce de réalité cachée, voilée, derrière des apparences éventuellement trompeuses. Alors effectivement, les apparences mentent parfois. Il peut exister un fossé, voire une contradiction entre ce qui est, donc la réalité de la personne, ou on pourrait dire son intériorité, bien que des philosophes ont été conduits à rejeter cette idée d'intériorité, cette notion comme un mythe, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On fait souvent une distinction entre la réalité, entre la personne, entre ce qu'est la personne, et ce qu'elle semble être. Donc l'apparence qu'elle donne d'elle-même, qui apparaît à nos sens et qui est éventuellement une illusion. Donc il est vrai, dans le cas de l'hypocrisie, par exemple, il peut y avoir une différence énorme entre l'attitude d'une personne affable, sympathique, et puis les propos réels qu'elle va tenir une fois que nous ne serons pas là. Mais le fait que les apparences mentent signifie-t-il que les apparences sont toujours trompeuses, illusoires, superficielles, comme si elles étaient de simples formes sans fond, comme si elles étaient creuses, c'est-à-dire dépourvues de sens, de signification ou de contenu correspondant? Là, j'invite un petit peu à une réflexion sur la pertinence philosophique de distinguer comme ça l'extériorité, l'intériorité, l'apparence et l'être. Dans la mesure où peut-être c'est pas si pertinent que cela. Et je vous laisserai réfléchir à ce point.
Alors, concernant les réalités physiques, maintenant, si on en vient plutôt ici avec à l'exemple de l'œuvre d'art, et en l'occurrence de la statue, donc bien sûr, j'ai pas mis la référence, mais du fameux David de Michel-Ange exposé à Florence, la forme en art, hein, mais pour les réalités physiques en général, la forme est opposée traditionnellement à la matière. Ici, par exemple, vous avez la forme humaine du marbre de la statue. Cela vaut pour toute œuvre d'art composée d'une matière, d'une forme. Donc la forme, c'est ce qui, en philosophie, détermine peu à peu une matière qui était auparavant indéterminée, c'est-à-dire une matière brute. Et par exemple, donc le bloc de marbre. Effectivement, donc l'artiste détermine peu à peu par ses actions la matière. Il se confronte à cette matière, il la travaille, il la sculpte et il lui donne une forme. Elle était au départ indéterminée. Donc c'est ce qui fait, Aristote, pour penser cette relation de la forme et la matière, dit que la matière est en puissance, tandis que la forme est en acte. On utilise parfois comme ça couramment, de temps en temps, on peut utiliser cette idée d'être en puissance. L'enfant, par exemple, est un adulte en puissance. Il n'est pas encore adulte, mais il est en devenir, il va devenir adulte. Tandis que l'adulte est un adulte en acte. Eh bien, c'est cette même idée que la matière, en fait, c'est une possibilité, c'est une pure potentialité, et que si on ne l'informe pas, elle restera à son état de simple possible, indéterminé. Et donc la forme, c'est ce qui actualise, c'est une actualisation de la puissance, c'est ce qui réalise l'œuvre et qui donc aboutit à une forme achevée, à la statue du Michel-Ange, pardon, du David ou je ne sais pas, de Zeus, n'importe quoi. Donc en informant la matière, l'artiste confère un sens également à la matière, et c'est ce qui fait, la forme donc fait sens, c'est-à-dire que quand bien même la notion de sens ici est volontairement vague, c'est ce qui pour nous rend donc la statue identifiable, signifiante, déchiffrable, intelligible. On l'identifie comme statue humaine. Nous pouvons la comprendre. Alors, une remarque importante, il est possible de penser séparément la forme et la matière d'une chose ou d'un être. On vient de le faire. On peut penser séparément la statue d'homme et puis la matière, le marbre de la statue ou tout autre matériau qu'on peut utiliser pour faire une statue, une sculpture. Donc on peut penser séparément, bien sûr, ces deux entités, ces deux choses, la forme et la matière. Mais en revanche, il est impossible de les séparer effectivement ou de les percevoir séparément dans la réalité. Une fois que l'œuvre est sculptée, nous la voyons comme elle est, c'est-à-dire la forme et la matière sont dans ce cas, à ce stade, indistinctes. On ne peut plus les distinguer. Et donc là, c'est ce qui fait une autre distinction, en fait, c'est ce qui fait la différence entre la pensée et la perception. La pensée, c'est une opération intellectuelle, abstraite, générale. Je peux séparer la forme et la matière par la pensée, en théorie. En revanche, je ne peux pas percevoir physiquement, par la sensation, je ne peux pas percevoir séparément forme et matière dans le cas d'une sensation particulière, singulière de tel ou tel statut. Alors, d'une part, en continuant sur cette distinction entre la forme et la matière, il n'y a pas de matière sans forme. On peut constater en effet que la matière n'existe pas à l'état pur et qu'elle a toujours une forme, que ce soit, j'ai mis un tas de terre ou, je sais pas, une plage de galets. Toute matière a une certaine forme, même si ce n'est pas la forme, bien sûr, que lui donne un sculpteur ou un artiste. Donc, ça veut dire simplement qu'une matière, elle occupe toujours une portion d'espace déterminée. Donc, même quand c'est simplement un tas, vous voyez bien que ce tas a une forme. Donc voilà, c'est ça que veut dire une certaine quantité de matière a toujours une forme, évidemment. Donc, du coup, dans ce sens-là, la matière, on ne peut pas imaginer une matière qui n'aurait pas de forme.
Mais d'autre part, on peut imaginer des formes sans matière. On peut les concevoir, en tout cas, on peut concevoir l'existence, comme le fait Platon d'ailleurs, de formes pures, d'êtres qui, sans avoir de réalité physique, existent d'une autre manière. Donc dans l'esprit, comme on l'a vu pour Kant, mais je vais y revenir, ou dans un monde supérieur, comme Platon le soutient. Donc les formes, je ne peux pas détacher la matière de la forme, mais je peux détacher la forme de la matière. Selon Platon, en effet, les formes, il existe des formes dans une réalité supérieure. Ces formes pures sont, par exemple, des êtres mathématiques, les êtres mathématiques du monde intelligible. Donc, intelligible, hein, ça veut dire accessible à l'intelligence, hein, accessible à l'intellect. Et les formes que nous percevons dans le monde sensible autour de nous, nous les percevons que en ce qu'elles participent à ces êtres mathématiques du monde intelligible. Donc, c'est très compliqué la théorie de la participation chez Platon, je ne vous demande pas de le retenir. Simplement, c'est l'idée vraiment qu'il existe des entités accessibles à l'intellect seul que Platon appelle des formes. Et les mathématiques en font partie. Donc les mathématiques, en effet, hein, j'ai mis une petite photo comme ça de raisonnement mathématique, purement formel, avec des f, des g, des x, des signes, etc. C'est une présentation systématique d'un ensemble de propositions, de raisonnements, dans une langue de symboles abstraits, qui vise à mettre en évidence des relations structurelles permanentes. Une structure, c'est aussi une forme, une forme complexe, ou alors un ensemble de formes, entre les éléments du système, en excluant toute référence à des contenus intuitifs ou sensibles déterminés. Faire des maths, c'est pour ça que certains ont des difficultés en mathématiques, c'est qu'on ne sait pas vraiment, c'est juste des raisonnements semblables à ceux de la logique, en ce qu'on ne sait pas nécessairement à quoi ils font référence dans le monde concret qui nous entoure, dans le monde physique. Donc les mathématiques, c'est une science analytique, une pure science du raisonnement. Mais vous pouvez avoir aussi, si on prend comme exemple d'idées platoniciennes, mathématiques, je pense qu'on pourrait mettre comme exemple l'idée du cercle, du carré, du triangle. Tout à l'heure, le tas de matière que je mettais sur la diapositive pour illustrer l'idée qu'il n'y a pas de matière sans forme, je montrais qu'effectivement, quand il y a un amas de matière, un tas, il y a une forme un peu triangulaire. Mais ici, vous voyez qu'on peut détacher l'idée du triangle de toute matière. Ce triangle, ce n'est pas une matière organisée, c'est la forme pure, en un sens, du triangle, pour s'exprimer comme Kant ou comme Platon. Donc l'idée du cercle, du carré, du triangle serait ces pures formes sans matière, par exemple. Le cercle est un objet mathématique, en effet, abstrait, qui peut servir à modéliser de nombreux phénomènes. On peut imaginer, donc, je sais pas, la roue, tout ce qui a une forme circulaire, et le mouvement des objets circulaires qui nous entourent. Je n'ai pas pris d'exemple, mais en tant que cercle, en tant qu'objet mathématique, c'était vraiment un objet mathématique abstrait, et il peut servir à représenter de manière symbolique des objets plus ou moins ronds, tels que les astres, les planètes, la Lune, les lunes, les étoiles, mais aussi leurs orbites, ou des visages, etc. etc. Donc vous voyez qu'il sert de représentation symbolique abstraite du monde concret qui nous entoure. Donc on retrouve cette distinction. La question, c'est toujours la question de savoir dans quelle mesure on distingue ou on peut distinguer la forme de son contenu, sa matière, sa référence, sa signification, etc. Donc là, oui, dans les mathématiques, nous pouvons le faire. Mais on peut remarquer qu'à ce niveau, tout n'est pas possible. Il y a des impossibilités logiques ou mathématiques. Il y a des raisonnements faux et des raisonnements vrais, valides. Et puis, il y a des impossibilités telles que l'impossibilité du cercle carré. On ne peut pas dessiner un cercle carré. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, à ce niveau-là, il y a une rationalité, il y a quand même une structure à laquelle on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire on ne peut pas la manipuler n'importe comment. Il y a des règles et des lois mathématiques et géométriques. En logique,
donc la logique formelle dont je parlais tout à l'heure, on peut distinguer, encore une fois, on réfléchit sur la forme et la matière, on peut distinguer justement la vérité formelle et la vérité matérielle. La vérité formelle, qu'est-ce que c'est? C'est la conformité formelle aux règles de la logique, un petit peu comme il y a donc des règles de raisonnement mathématiques. C'est simplement ici l'idée qu'il faut respecter des critères de raisonnement. Par exemple, grand critère important en logique formelle, c'est le principe de contradiction. Il est impossible qu'une même chose soit et ne soit pas en même temps. Donc là, on pourrait prendre plein d'exemples, mais il est impossible qu'un homme soit jeune et vieux en même temps, par exemple. On pourrait dire il est impossible qu'une chose soit un carré et un rond simultanément, pour reprendre l'exemple qui précède. La vérité matérielle, quant à elle, c'est l'adéquation du contenu, c'est-à-dire du sens des énoncés, à la réalité à laquelle ils se réfèrent. Donc la logique, elle n'a pas juste vocation à faire des raisonnements comme ça abstraits. À un moment donné, on se pose la question de la concordance avec des faits, de la correspondance avec des faits. Donc là, il s'agit du niveau matériel parce qu'on cherche à s'accorder justement, à accorder sa pensée aux données de l'expérience sensible, matérielle du monde. Donc la forme d'un raisonnement, pour continuer un tout petit peu là-dessus, c'est ce qui concerne sa cohérence, sa validité, le fait qu'il n'y ait pas de contradiction, etc. Tandis que la matière, dont dépend la valeur de vérité, eh bien, concerne la conformité de ce raisonnement au réel. Donc on parle de vérité-cohérence dans le premier cas en philosophie, mais on parle dans le second cas de vérité-correspondance. Donc là, par exemple, si je dis il pleut, la proposition il pleut est vraie si et seulement si il pleut dans la réalité. Donc il y a cette idée d'une correspondance entre la proposition il pleut, entre guillemets, et la réalité de la pluie au moment où j'en parle. Alors, ben là, j'ai mis un petit pour faire un petit clin d'œil et aussi apporter des connaissances sur la logique formelle. Le mathématicien Kurt Gödel a réalisé une preuve ontologique de Gödel, qui est un argument formel de logique modale pour l'existence de Dieu. Pardon, le mot Dieu est coupé, et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est un grand mystère, comme l'existence de Dieu elle-même. Donc voilà, je vous laisse raisonner sur cette preuve de Gödel, et vous me direz après Noël si elle est juste. Alors, les formes, pour revenir à Platon, alors là, pardon, il y a eu aussi un petit problème sur la diapositive. Les formes sans matière, donc les idées, sont chez Platon. Alors, les idées ne sont pas chez Platon les idées au sens moderne, et c'est pour ça qu'en général, on les écrit avec un I majuscule pour bien comprendre qu'on est en train de parler de Platon. Et en fait, le problème un petit peu chez Platon, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il utilise indifféremment, ou en tout cas, il semble qu'il utilise indifféremment, les commentateurs en discutent, se demandent s'ils ont perçu la différence entre un terme et l'autre, donc c'est pas encore certain, mais il utilise forme au sens de, eidos et idea, donc la forme ou l'aspect, l'apparence. Bref, ça pose tout un tas de difficultés qui ne sont pas fondamentales pour la conférence d'aujourd'hui, mais je présente quand même rapidement la thèse platonicienne, qu'il est importante de comprendre quand même pour la culture générale. Ici, le sens de forme, c'est un sens figuré, abstrait. Ça signifie, ça réfère aux essences. Donc, je disais tout à l'heure l'essence du cercle, l'essence du carré, mais ça peut être aussi l'exemple de cette diapositive, c'est l'exemple de la beauté en soi et non pas telle ou telle chose belle. Donc l'essence, quand on dit l'essence de la beauté, c'est ce qui définit la chose, c'est ce qui fait de la chose ce qu'elle est. Donc c'est ce qui est, c'est ce qui fait sa spécificité, et c'est ce qui fait sa nature en fait. Et donc c'est la nature d'une chose qui est absolument nécessaire. Ce sont les propriétés essentielles d'une chose, donc les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une chose soit bien ce qu'elle est. Donc par exemple, pour définir un être humain, on pourrait dire que l'essence de l'être humain, c'est d'être un être rationnel. La rationalité ferait partie de l'essence de l'homme, par exemple. Donc les essences, elles ont un mode d'être supérieur au monde sensible. C'est-à-dire que Platon dit, c'est pas juste une question dans la tête, la question de la définition. En fait,
les idées existent réellement. Donc c'est un petit peu bizarre, il faut faire un effort pour comprendre sa conception. Mais pour lui, il existe une vraie réalité, un autre monde en quelque sorte. Il parle du ciel des idées ou du monde intelligible, en l'opposant au monde sensible. Le monde sensible, c'est un petit peu le monde d'ici-bas que nous expérimentons avec les sensations et notre corps. Pour Platon, c'est un monde trompeur à mains égards, et donc il faut, par l'intelligence, s'élever vers un monde qui est plus fiable, qui est le monde de la vérité, un monde immuable, éternel, et c'est le monde justement des essences, et on pourrait dire aujourd'hui des définitions. Par-delà les différences entre les mêmes choses, entre les choses d'une même catégorie. Voilà, donc ça, on peut accéder à ce monde et aux essences par l'intellect seul. Platon va jusqu'à dire que finalement, seule la mort nous garantit que notre esprit va enfin pouvoir se débarrasser de cette sorte de boulet, d'obstacle, de frein qu'est le corps dans la quête de la connaissance. Et on va pouvoir enfin accéder aux êtres non changeants qui sont sans cesse identiques à eux-mêmes et éternels. L'idée du cercle est éternellement l'idée du cercle. Donc l'essence, c'est ce qui existe en soi, c'est ce qui n'est pas relatif à autre chose, c'est ce qui ne dépend de rien d'autre. C'est un être immatériel, invisible, intelligible, mais qui est donc le seul être pleinement réel. Donc non seulement il en fait des mondes distincts, mais j'espère que vous avez compris que finalement pour lui, le monde intelligible, le ciel des idées et des formes, c'est la réalité. C'est la seule réalité digne de ce nom, en fait. Notre réalité sensible ici, c'est qu'une ombre, un simulacre, dit-il parfois, un monde d'illusions, un monde obscur, dans lequel voilà, on est souvent conduit à des erreurs, à des illusions, à être trompé par nos sens, etc. Donc un exemple de forme, justement, c'est la beauté en soi. Et j'ai mis ici une citation tirée du Phédon de Platon. Si l'on vient, donc Platon, auteur de l'Antiquité grecque, élève de Socrate et maître d'Aristote. Aristote qui développera lui des théories complètement opposées à celles de son maître, c'est-à-dire qu'il va insister, lui, sur l'importance de notre expérience sensible, de notre corps, et en montrant que les connaissances, c'est pas juste par l'esprit qu'on y parvient, mais c'est bien par l'expérience du corps que nous développons nos connaissances. Il est plutôt empiriste. Donc je lis la citation, mais si l'on vient me dire que ce qui fait qu'une chose est belle, c'est ou sa brillante couleur, ou sa forme, donc là on en vient à parler des formes de façon plus ordinaire, telles qu'on les perçoit nous ordinairement, la forme d'une chaise, la forme d'un visage, la forme d'un portrait, la forme de... Voilà. Donc ces formes-là, donc c'est en ce sens-là, dans cette citation, si l'on en vient me dire que ce qui fait qu'une chose est belle, c'est ou sa brillante couleur, ou sa forme, ou quelque autre chose de ce genre, je laisse là toutes ces raisons, qui ne font toutes que me troubler, et je m'en tiens simplement, bonnement et peut-être naïvement à ceci, que rien ne la rend belle que la présence ou la communication de cette beauté en soi. Et là, il est question de la forme de la beauté, mais de la forme dans le sens idée de beauté, donc forme supérieure, suprasensible de beauté. Donc, cette beauté en soi, ou toute autre voie au moyen par lequel cette beauté s'y ajoute. Donc, ce que dit Platon ici, et qui est assez contre-intuitif, il faut quand même un effort réflexif pour comprendre de quoi il parle. La beauté, pour lui, n'est pas dans les choses qui nous entourent, mais simplement, elle est une forme universelle qui, si vous voulez, s'incarne ici et là dans telle ou telle chose, naturelle ou artefactuelle. Et ces choses sont dites belles en ce qu'elles participent à l'essence de la beauté, l'essence qui est commune à toutes ces choses particulières. Donc il faudrait faire toute une terminologie avec des distinctions entre l'essence qui est un absolu, universel, éternel, immuable, qui est la beauté en elle-même, la forme de la beauté avec un F majuscule, l'idée de beauté avec un I majuscule, et les choses belles ici-bas, qui ne sont que des incarnations, instantiations, on pourrait dire occurrences de cette forme de beauté qui transcende en fait notre monde sensible, qui est au-delà de notre monde sensible et qui est plutôt une réalité intellectuelle ou intelligible, mais qui existe en elle-même. Alors,
pour commenter un petit peu cette citation, donc, une chose est dite belle, je viens de l'expliquer, hein, une chose dite belle ne l'est pas en vertu d'une propriété singulière qu'elle possède concrètement. La beauté n'est pas dans la chose que nous observons sous nos yeux, par exemple sa forme ou sa couleur, mais parce qu'elle participe à l'essence de la beauté, qui est, elle, une forme transcendante, universelle, et qui est la seule réalité qui en mérite le nom. Pour quitter un petit peu Platon et sa métaphysique un peu spéciale, mais qui a influencé bien d'autres philosophes à sa suite, c'est pour ça que je l'ai présenté, pour en revenir à une considération plus simple, les formes plus proches de nous aussi, hommes et femmes contemporains, les catégories mentales, les formes désignent des catégories mentales, donc de mens, esprit, les catégories de notre esprit qui rendent possible la perception et la pensée structurée. Donc là, en fait, la forme, c'est dans notre tête, si on peut le dire comme ça, parce que c'est une manière encore un peu hâtive de parler. Dans notre tête, il n'y a pas d'esprit, mais bon, en tout cas, voilà, parlons comme ça pour simplifier les choses. Mais les catégories mentales, donc, c'est des catégories de notre perception. C'est en nous, d'une certaine façon, ou en tout cas, c'est ce qui rend possible notre perception des choses qui nous entourent et notre pensée. Donc, elles sont pertinentes et efficaces indépendamment des contenus de réalité auxquels elles sont appliquées. Donc, il y a encore ici, je vous rappelle que la problématique, c'est de savoir si on peut distinguer la forme et la matière. Platon, en tout cas, le fait à sa façon, en distinguant deux réalités carrément, hein, un monde intellectuel et puis, ou formel, on pourrait dire, puis un monde matériel. Ici, un philosophe comme Kant le fait en mettant la forme du côté de l'intelligence, ou en tout cas de notre constitution interne, notre intériorité, et les formes sont ce qui sont cette, je sais pas comment dire, cette disposition innée ou ces facultés innées qui nous permettent de percevoir les choses qui nous entourent, ou de penser les choses qui nous entourent. Alors, exemple de cette forme dans l'esprit, entre guillemets, la causalité. La causalité, c'est la forme du lien qui peut unir deux réalités ou deux idées. Quelles sont ces deux réalités ou ces deux idées? C'est une cause et un effet. Donc, la forme du lien qui unit une cause et un effet. Cette forme opère quels que soient les faits, les événements, les idées qui sont mis en relation de cause à effet. Donc, c'est une forme distincte des choses matérielles qui sont en relation de cause à effet. C'est-à-dire, on peut comprendre ce qu'est la causalité et on comprend mieux les rapports entre les choses qui nous entourent parce que nous avons l'idée de causalité, ou en tout cas, nous avons une forme dans notre esprit qui nous amène à percevoir des rapports de cause à effet. Donc pour Kant, c'est un concept pur. Pur, ça rejoint l'idée que c'est dépouillé de matière, c'est dans l'esprit, c'est a priori, c'est ce qui organise notre expérience sensible, matérielle. Nous savons a priori tout événement a une cause. Donc a priori, hein, ça veut dire inné d'une certaine façon. Nous n'avons pas besoin de dériver l'idée de causalité de l'expérience que nous avons du monde. L'idée de causalité est en nous. Elle est innée, elle précède et elle rend possible notre expérience des rapports de cause à effet. Il faut noter quand même que la relation de causalité a été discutée et Kant n'a pas forcément raison. C'est pas, ouais. Là, je présente la pensée kantienne, mais elle n'est pas forcément, elle doit pas forcément s'imposer. Et notamment, Henri Poincaré a montré que la conception de l'espace chez Kant n'était sans doute pas juste. Henri Poincaré, le mathématicien. Donc, autre forme kantienne, outre la causalité, il y a l'unité, par exemple. Donc, nous aurions en nous une disposition à percevoir l'unité, donc ou l'unité de chaque chose, mais aussi la pluralité. On a la faculté de percevoir le fait qu'il y a plusieurs choses, et puis l'espace et le temps, comme je l'ai dit, qui sont des formes a priori de la sensibilité. Donc tout ça, c'est dans la critique de la raison pure. Justement, raison pure, en ce que Kant en fait une faculté rationnelle, humaine, détachée de l'expérience sensible, de l'expérience des sens. Quand je dis expérience, c'est pas l'expérience dans un laboratoire, c'est le fait pour un être humain de sentir le monde qui l'entoure par
les yeux, pardon, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Donc, tout ça, en fait, chez Kant, c'est une manière de décrire on peut appeler ça une thèse internaliste ou représentationnaliste. Chez Kant, il y a une distinction assez nette entre ce qui constitue l'esprit connaissant, le sujet connaissant ou percevant, et la réalité en elle-même, qui, par certains aspects, nous échappe. On ne peut pas accéder vraiment aux choses telles qu'elles sont. Mais voilà. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que Kant fait une distinction importante entre les formes internes à l'esprit humain et le monde matériel, ou la matière même qui vient, en quelque sorte, nourrir ces formes. Donc, pour lui, quand nous percevons des choses dans l'espace, en fait, l'espace n'est pas extérieur à nous, mais l'espace n'est qu'une donnée de notre perception, n'est que la forme de notre perception. Parler de données, c'est encore un peu problématique, mais c'est la forme de notre perception spatiale, si on veut. C'est le cadre, de notre perception, il est en nous. Et Henri Poincaré a montré que, sans doute, vraisemblablement, notre sens de l'espace, au contraire, ne précède pas notre expérience du monde, mais il s'acquiert peu à peu dans l'expérience. C'est-à-dire que nous avons besoin, en étant d'ailleurs enfant, petit bébé, hein, de nous déplacer par rapport aux choses qui nous entourent pour peu à peu acquérir la perception et développer notre perception d'un espace en 3 dimensions. Autrement dit, la notion d'espace ne préexiste pas à l'expérience, mais elle dérive de notre expérience. Elle vient dans un second temps. Donc, voilà, on ne va pas développer toute une théorie de l'espace, ce n'est pas l'objet. Je rajoute simplement que la doctrine des formes chez Kant, elle se prolonge même dans sa philosophie morale, et ça, c'est parfois étudié si vous avez fait de la philosophie au lycée. C'est très connu, c'est très célèbre. Pour Kant, un acte moral, c'est un acte qui se conforme au pur respect du devoir. On retrouve l'idée de pur, c'est-à-dire c'est indépendamment des conditions particulières, matérielles, des actes que font les êtres humains dans telle ou telle situation. L'acte moral, ça doit se conformer au pur respect du devoir pour être moral. Et il n'est pas, et non dans son contenu ou dans ses effets. Donc pour être moral, il faut respecter la pure forme de la loi, et elle est énoncée ainsi par Kant. Agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. Ça veut dire qu'il ne faut jamais traiter autrui, ou même soi-même, il ne faut jamais se traiter comme un moyen pour autre chose. Il faut se considérer, c'est la question de la dignité, il faut considérer toute personne en soi et en l'autre, donc soi ou les autres, comme des fins à respecter pour elles-mêmes. C'est ça que veut dire la fin. Elles doivent être respectées pour elles-mêmes et non pas devoir être manipulées, pouvoir être manipulées en vue d'autre chose. Voilà, donc chez Kant, pardon, cette morale, elle est formelle en fait. C'est un principe formel, c'est obéir à la pure forme de la loi sans considérer les comportements concrets. Et donc il y a des conceptions aussi qui s'opposent à cette conception de la morale, qui sont par exemple particularistes, qui disent on ne peut pas juger n'importe qui de la même façon, on ne peut pas juger tous les actes de la même façon, il faut tenir compte de telle ou telle situation particulière, de telle ou telle personne particulière. Et en effet, concrètement, c'est sans doute pas si simple. Le métier de juge ou d'avocat peut témoigner de cela. Donc évidemment, cette thèse, elle est discutable. Voilà, j'en viens à ce qui nous intéresse vraiment, ce qui va nous intéresser plus directement, ou vous intéresser peut-être plus directement, c'est le formalisme en esthétique cette fois. Alors, je présente très rapidement ce que c'est que l'esthétique. Il ne s'agit pas, comme je l'ai déjà dit dans d'autres cours, des salons d'esthétique où on se fait beau ou belle. L'esthétique, c'est une branche de la philosophie, donc c'est de la philosophie. Et elle soulève des problèmes philosophiques en relation avec l'art. Donc, plein de problèmes, mais je ne les ai pas tous mis. Mais les principaux problèmes, c'est la question de la définition de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art? Est-ce qu'on peut le définir? Et des questions relatives aux œuvres d'art. Leur nature, quel type d'objet c'est,
quel est leur mode d'existence, quel est leur mode de fonctionnement, quel type d'entité elles sont. Et en l'occurrence, il peut y avoir des œuvres d'art multiples, comme les œuvres chorégraphiques ou musicales, qui peuvent être appréhendées en plusieurs endroits, à plusieurs moments. Et puis, il y a des œuvres plutôt autographiques, comme le dit Nelson Goodman, mais des œuvres qui existent à un endroit seul, telles que la Joconde, dont les reproductions ne sont pas l'œuvre. Si j'achète un poster de la Joconde, ce n'est pas l'œuvre La Joconde. Voilà, donc il y a plusieurs types d'entités. Certaines posent des problèmes complexes et stimulants pour les philosophes, et il existe aujourd'hui des tas de philosophes contemporains qui sont spécialistes d'esthétique. J'en fais modestement partie, et j'ai réfléchi pour ma part sur la danse, l'art chorégraphique. Je le dis, ça peut toujours servir aux étudiants qui un jour pourraient s'intéresser à cet art spécifiquement. Alors, parmi les intérêts philosophiques de l'art, je l'ai dit, ils sont nombreux, mais je retiens, bien sûr, je présente ici celui qui nous concerne. L'art invite à reconsidérer la distinction philosophique, justement, et parfois problématique, c'est bien le sujet aujourd'hui, de la matière et de la forme. Donc, des propriétés physiques, c'est ça, la matière, les propriétés matérielles, physiques, d'une part, et d'autre part, des propriétés mentales. Donc, dans le cas de la danse, pour ma part, je me suis posé la question de savoir si on pouvait distinguer corps et esprit, le corps du danseur et l'esprit du danseur, ou autrement dit, la danse comme ensemble de mouvements physiques et le contenu émotionnel, les idées, tout ça qui sont véhiculés et exprimés par la danse. Donc moi, personnellement, j'ai soutenu l'idée qu'on ne pouvait pas comprendre l'art de la danse en philosophie en maintenant une distinction radicale entre le corps et l'esprit. Et de toute façon, c'est la question du body-mind, on dit en philosophie anglophone. Aujourd'hui, body-mind s'écrit en un seul mot pour montrer que ça ne fait plus vraiment sens de distinguer le corps et l'esprit comme si c'était deux entités distinctes ou deux substances, pour parler comme le faisait Descartes, René Descartes au XVIIe siècle, qui a vraiment soutenu un dualisme fort en disant le corps, c'est une matière étendue, justement, et puis l'esprit, c'est une entité immatérielle. Et donc son grand problème, sa grande difficulté, c'était de savoir comment l'un pouvait agir sur l'autre, l'un pouvait avoir un effet sur l'autre et inversement, si c'était deux substances de nature différente. Comment quelque chose de matériel pourrait interagir ou avoir un quelconque effet sur quelque chose d'immatériel, enfin de matériel et d'immatériel. Je ne sais plus ce que j'ai dit, pardon, en premier mot. Voilà, donc d'autres questions, bien sûr, c'est la question de la définition de l'art. Pour commencer, comme je l'ai dit, en philosophie, c'est toujours un préalable important de définir les termes, les notions, les concepts que nous étudions. Donc là, quand on s'intéresse à l'art, bien, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'art? Est-ce que l'art a des propriétés essentielles? Ça rejoint l'idée d'une essence de l'art, une essence qui serait universelle, qui fait de l'art ce qu'il est et pas autre chose. Donc ce qui fait sa spécificité, les propriétés donc essentielles, ou ce qu'on peut dire encore les conditions nécessaires et suffisantes, les conditions qu'il faut remplir et qui sont remplies par les choses si on veut qu'elles soient une œuvre d'art. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, même s'il est difficile d'y répondre. Elle est stimulante quand même. Et elle sert comment dire, à comprendre justement pourquoi finalement on ne peut pas vraiment donner une réponse univoque à la question, ou en tout cas, peut-être qu'il faut formuler la question différemment. Et ça, je proposerais de le faire dans une autre conférence si c'est possible dans la suite de l'année. Donc, admettons qu'on puisse trouver des propriétés ou énumérer des propriétés qui seraient des propriétés essentielles pour l'art. Alors, est-ce que ce serait la beauté, les formes plaisantes, l'originalité? Est-ce que toute œuvre d'art devrait avoir une forme plaisante ou déplaisante, hein? J'ai mis comme plaisante parce que c'est longtemps ce qui a dominé dans l'histoire de l'art, l'idée du plaisir esthétique. Est-ce qu'une œuvre d'art doit être une forme originale, une entité originale? Est-ce qu'elle doit se caractériser par sa nouveauté nécessairement?
Est-ce qu'elle doit nécessairement se caractériser par une absence de finalité pratique, c'est-à-dire elle ne sert à rien concrètement ou en pratique? Est-ce qu'elle doit nécessairement être expressive? Est-ce que l'art doit toujours nous émouvoir ou avoir l'intention de nous émouvoir ou de susciter le plaisir? Est-ce que l'art doit provoquer, choquer, faire réfléchir, etc., etc. Mais vous voyez que j'ai mis en gras la forme parce que c'est un aspect très important de la théorie esthétique de l'art. Et justement, je présente cette théorie esthétique de l'art, mais je précise tout de suite qu'il y en a bien d'autres. Ce qu'on appelle théorie esthétique de l'art, c'est une manière de définir l'art assez courante par les caractéristiques essentielles suivantes, la forme, justement, et l'expérience esthétique, donc c'est-à-dire l'appréhension par un spectateur, un observateur, un regardeur, peu importe comment on l'appelle, un lecteur ou un amateur de musique. Hein, je ne prends pas tous les exemples d'art qui existent, mais c'est l'expérience esthétique, c'est la manière, ça qualifie notre appréhension de ces formes, qu'il s'agisse de formes picturales, chorégraphiques, photographiques, musicales, etc. Donc, d'une part, la forme de la chose et d'autre part, l'expérience que nous en faisons. Mais il faut savoir que dans la théorie esthétique de l'art, pardon pour la mise en page, c'est quand j'ai converti mon fichier, je pense, que ça s'est produit, ce petit décalage de texte. Donc, dans la théorie esthétique de l'art, on considère que les œuvres sont composées dans l'intention de rendre perceptibles des formes, des structures variées. On peut parler de composition aussi, comme ensemble de formes. Et il y aurait donc cette harmonisation. On peut chercher dans la composition une idée d'harmonisation, enfin trouver dans une idée d'harmonisation, mais on peut aussi parler de, je sais pas, de chaos hein, aussi. Mais cette harmonisation, donc selon des principes formels d'organisation, vise principalement l'appréciation esthétique des spectateurs. Donc c'est les deux éléments importants. Intention de rendre perceptibles des formes, des structures, pour un spectateur qui va appréhender ces formes, ces structures, cette composition. Donc cette théorie, elle a des affinités où elle se compose, en fait, disons, de deux thèses principales. Une thèse formaliste, qui définit l'œuvre par sa forme ou sa structure, et une thèse empiriste, du côté, donc cette fois-ci, de l'expérience. C'est ça l'empirisme, c'est l'appréhension sensible que nous avons des œuvres, ici. Donc définissent l'œuvre ici par l'expérience que nous en avons. Donc, la théorie que je présente ici, elle est composée de ces deux aspects, formalisme et empirisme. Donc, les deux théories se conjuguent dans cette thèse très répandue, qui est la théorie esthétique de l'art. Premièrement, la finalité d'une œuvre n'est pas de signifier quelque chose, c'est vraiment un point important pour l'exposé qui nous concerne. Sa finalité, c'est d'exemplifier des formes, des structures. Donc, on met de côté, on écarte l'idée d'un contenu ou d'une signification, vous voyez, ou d'un sens. À quoi sert une œuvre d'art, ou en tout cas, que vise une œuvre d'art? Elle vise l'expression, exemplifier, hein, c'est exprimer ou manifester, montrer des formes, des structures. Appréhender ces formes consiste en une expérience accompagnée d'un plaisir spécifique. C'est donc le troisième point qui concerne le plaisir esthétique, l'expérience esthétique. Donc là, le point vraiment important, hein, les points sont vraiment tous les trois importants, hein, mais c'est que les œuvres exemplifient des formes, montrent des formes. Ces formes ne signifient pas quelque chose, c'est pas important. Ou pas nécessairement, en tout cas. Et ce qui importe, c'est de pouvoir avoir l'appréhension, l'expérience esthétique de ces formes. Dans cette conception, donc les propriétés indispensables, ça veut dire essentielles, nécessaires, constitutives à l'art, les propriétés qui définissent l'essence de l'art, concernent les œuvres, leur forme, leur structure, leur unité, l'harmonie. Exemple, cette œuvre est équilibrée. Et elle concerne les réponses des spectateurs, des observateurs. Donc le plaisir, l'émerveillement, la fascination, etc., etc. Donc exemple, cette mélodie est réjouissante, veut dire elle me réjouit. J'ai mis en gras ici deux manières possibles, ou deux grandes sortes de manières possibles de parler des œuvres. Soit en les décrivant, cette œuvre est équilibrée, j'attribue le prédicat est équilibré à cette œuvre. Donc je semble parler de propriété formelle de la chose, une composition équilibrée. Et d'autre part, quand je dis cette mélodie est réjouissante, en fait, je caractérise plutôt mon propre plaisir. Elle me réjouit.
Donc je parle de moi-même, de ma réaction, de ma réponse esthétique à l'œuvre et aux qualités de l'œuvre. Gérard Genette disait, lorsque nous disons, donc c'est Gérard Genette, dans La relation esthétique, philosophe français qui a développé, qui a apporté d'importantes contributions à la réflexion esthétique, il est relativiste, Gérard Genette, c'est-à-dire qu'il soutient l'idée que lorsque nous disons c'est beau, ou cette œuvre, ce tableau est beau, cela veut dire j'aime ça. En fait, on s'exprime mal, ou le langage est trompeur. On attribue à la chose, à la chose considérée, en l'occurrence un tableau, des qualités qui ne sont en fait que mon propre, qui dépendent de mes goûts, de ma manière de les voir. C'est parce que j'apprécie le tableau, parce que je l'aime, parce qu'il me plaît, et là ça me concerne moi, ma subjectivité, parce qu'il me plaît, je lui attribue la propriété de beauté. Mais en fait, la beauté n'est pas dans la chose, elle est dans l'œil du spectateur, pour Gérard Genette. Bon voilà, en tout cas, retenez ici simplement que dans la conception que nous sommes en train de présenter, il y a de l'aspect qui concerne la forme des œuvres, d'une part, et puis les réponses à ces formes en termes de plaisir, éventuellement, plaisir esthétique. Alors, pardon, encore une fois pour la mise en page, donc le philosophe Clive Bell, dans le livre Art, daté de 1914, définit par exemple, il donne une définition philosophique et formaliste de la peinture en disant la peinture est une organisation de lignes et de couleurs suscitant une émotion esthétique positive. Donc on retrouve cette idée d'organisation formelle, un petit peu comme on aurait pu parler tout à l'heure, comme on parlait tout à l'heure des structures mathématiques ou logiques, qui sont des structures de raisonnement. Ici, une œuvre d'art, c'est une organisation de lignes et de couleurs qui suscite une émotion esthétique positive. Vous voyez que dans cette définition formaliste en philosophie de la peinture, la question du contenu ne se pose pas. Il est vraiment central de parler de forme et d'émotion face à ces formes. Donc j'ai mis quelques exemples connus de tableaux ou de peintures, d'œuvres qui pourraient correspondre à cette définition formaliste de Clive Bell. Malevich, le fameux carré noir sur fond blanc, donc simplement des formes, la forme de carré, la couleur, les couleurs aussi. Kandinsky, jaune, rouge, bleu, le titre lui-même indique qu'il y a des couleurs, mais vous voyez aussi des formes, des arcs de cercle, des lignes droites et une certaine composition de formes, d'agencement, d'organisation visuelle, de formes que nous pouvons percevoir et qui peuvent nous procurer éventuellement du plaisir. Et puis, Mondrian, composition numéro 3, with red, blue, yellow and black. Encore une fois, des formes géométriques et des couleurs primaires ici, qui peuvent susciter une réponse esthétique de la part du spectateur sans qu'on s'interroge sur une signification. On voit bien qu'il n'y a pas de... spontanément, on fait une expérience qui est visuelle, essentiellement visuelle, sensible, et pas tellement cognitive. On ne s'interroge pas vraiment sur le sens, ou en tout cas pas immédiatement sur le sens du tableau. Voilà, donc la thèse formaliste et empiriste implique que l'expérience esthétique soit autonome. Ce qui fait d'une entité une œuvre d'art, c'est le plaisir esthétique immédiat que nous procurent ces couleurs et ces formes. Autonome, ça veut dire je ne fais pas référence à autre chose, à des éléments de connaissance, à un contexte. Ce qui importe, c'est l'œuvre, ses formes, ses couleurs et l'expérience que j'ai de ces formes et de ces couleurs, l'expérience subjective, sensible, qui est la mienne face à ce tableau. C'est ça que veut dire expérience esthétique autonome, c'est-à-dire que l'expérience esthétique est détachée de tout contexte en fait. Elle ne dépend pas d'un contexte plus vaste que cette simple présence du tableau et de moi-même face à ce tableau. Donc ce sont les propriétés directement perceptibles d'une œuvre. On pourrait mettre même plutôt sensibles, parce que la perception normalement implique déjà quand même des concepts, mais bon, passons. Des propriétés directement perceptibles ou sensibles d'une œuvre qui déterminent sa nature artistique et son appréciation en tant qu'art. Donc là, on définit dans un cadre formaliste, empiriste, on définit l'art ou l'œuvre d'art comme un ensemble de propriétés, en mettant en évidence comme essentielles ces propriétés directement perceptibles. Ce qui fait d'une chose, pour le dire autrement, ce qui fait d'une chose une œuvre d'art, ce sont les propriétés que je vais sensibles immédiatement.
sans avoir à connaître quoi que ce soit. Par exemple, dans l'œuvre du peintre Marc Rothko, il importe d'être sensible aux couleurs. Si on souscrit à cette thèse, bien sûr, on peut ne pas être d'accord, mais un formaliste ou un empiriste, dans la théorie esthétique de l'art, dirait que face à un Rothko, ce qu'il importe de faire, c'est d'être simplement, ou de faire, il importe d'être sensible, de recevoir les couleurs, la composition formelle de ces tableaux en grande dimension. Donc, je me souviens avoir visité la rétrospective Rothko il y a déjà plusieurs années au musée d'art moderne de Paris. Et effectivement, on nous disait à l'époque, j'étais étudiante en histoire de l'art, et on nous disait il faut se tenir à une certaine distance des tableaux, il faut avoir l'expérience du tableau, d'une entrée dans la couleur. Et puis, il y a plein de tableaux qui sont... Celui-là, il est plutôt horizontal, je l'ai utilisé pour ce diaporama, mais bien des tableaux sont plutôt composés de manière verticale, et puis il semble y avoir des éléments de porte, d'encadrement, comme ça, et dans lesquels on peut avoir l'impression de basculer, ou par lesquels on a l'impression d'être aspiré, absorbé. Et en effet, il y a quelque chose de très sensible, de très physique, qui se produit face à ces tableaux qui peuvent être vécus comme une forme d'expérience de la couleur, d'entrer dans la couleur, une expérience émotionnelle liée à telle ou telle couleur, etc. Donc il y a quelque chose d'immédiat au sens où je n'ai pas besoin, pour appréhender un tableau de Rothko, hein, si c'est dans le cadre en tout cas de cette thèse, je n'ai pas besoin d'autre chose que simplement ma faculté visuelle et puis le tableau en face de moi. Donc l'expérience esthétique dans le formalisme est considérée comme autonome, je l'ai déjà dit, appréciée et évaluée pour elle-même. Et donc ce n'est pas en vue non plus d'autre chose, en vue d'une signification, par exemple. Alors quelles sont maintenant les limites du formalisme? L'expérience esthétique concernerait seulement des aspects des œuvres auxquels nous avons un accès direct, c'est-à-dire sans connaissance de leur contexte de création. Je l'ai déjà évoqué, ça pose un problème. Cela implique quoi? Cela implique que l'expérience esthétique n'est pas conceptuelle, je n'ai pas besoin de concept, je n'ai pas besoin de connaissances intellectuelles, d'idées, je n'ai pas besoin de connaître certains termes et les idées véhiculées par ces termes, c'est ça un concept, c'est le mot plus l'idée. Non, je n'ai pas besoin de cela parce que l'expérience esthétique est purement sensible, perceptuelle, on pourrait dire purement. Je ne fais que percevoir par ma sensibilité, en l'occurrence par mon œil, s'il s'agit d'une œuvre picturale ou des arts visuels. J'appréhende par le regard, par la vue, des formes de manière directe, immédiate. Donc je n'ai pas besoin de recourir à la pensée, à l'intellect, à des concepts ou à des connaissances pour appréhender et identifier un objet en tant qu'art. Autrement dit, l'esthétique serait vraiment une question juste de pure expérience sensible, immédiate. On va voir que ça pose des problèmes. Donc je cite un philosophe américain, toujours vivant, à ma connaissance en tout cas, spécialiste de philosophie de la musique aussi, grand spécialiste de jazz, qui est venu à Nancy, à l'université de Nancy plusieurs fois, faire des conférences. Et donc Gerald Levinson est contextualiste en esthétique, donc il va s'opposer à l'idée du formalisme strict. Il dit les œuvres d'art, dans le formalisme, hein, en philosophie, d'après un philosophe formaliste, les œuvres d'art sont constituées de formes ou de modèles abstraits. On retrouve cette idée d'abstraction qui presque apparente les œuvres d'art aux formes de la logique ou des mathématiques, presque. Sauf que là, il s'agit de formes sensibles, donc ce n'est pas justement des formes accessibles à l'intellect, mais disons qu'elles ont quelque chose de détaché de la matière ou d'un contexte plus vaste. Elles valent pour elles-mêmes, en elles-mêmes en fait. Donc des formes ou des modèles abstraits dont la provenance, les antécédents, les significations enracinées dans l'histoire pourraient tous être mis de côté ou être entre parenthèses. Donc appréhender une œuvre d'art pour un formaliste en philosophie, ce n'est pas, en tout cas ça ne suppose pas de connaître l'histoire de l'art, de connaître les artistes, de connaître leur processus de création, de connaître l'époque dans laquelle ils créent, etc., etc. On peut mettre tout ça entre parenthèses, puisque ce n'est pas ça qui est important pour faire l'expérience de la forme dans les arts, des formes dans les arts. Donc, Gerald Levinson expose en fait ce qu'est le formaliste et il s'y oppose.
L'empirisme en matière d'art affirme que toute l'essence d'une œuvre d'art tient à son aspect perceptif, c'est une autre façon de formuler ce que j'ai déjà dit, à ses qualités manifestes, donc ces qualités qui sont manifestement là, qui sont sous nos yeux, immédiatement sous nos yeux. Donc la compréhension d'une œuvre ne suppose rien d'autre que sa perception, sans que la compréhension de son origine historique ou de la problématique dont elle émerge ne soit concernée. Donc encore une fois, il s'agit ici de faire la différence entre ce que serait une perception, ce qu'est une perception immédiate pour le formaliste, et ce que devrait être en fait pour Levinson une perception médiate. Immédiat, c'est disons direct, spontané. Spontanément, je perçois des couleurs et des formes et je ressens quelque chose. Mais une perception médiate, ça serait une perception de la forme qui serait informée en fait, qui serait éclairé par des connaissances d'un contexte et qui, ce contexte d'ailleurs, qui serait le seul apte à me donner la signification de telle ou telle forme particulière. Donc on peut reprocher, deuxième limite du formalisme en art, et je reviens un tout petit peu sur Levinson parce que je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais un autre philosophe comme Noël Carroll le fera également, l'a fait déjà, mais on va le voir par la suite dans cette exposé, dans cette conférence. Levinson insiste sur l'idée que toute œuvre d'art n'est pas une île. C'est facile à retenir, une œuvre d'art n'est pas une île pour lui, comme une île déserte. C'est pas une île, c'est-à-dire que appréhender une œuvre d'art, ça suppose de la placer dans un contexte pertinent. Donc pas simplement une histoire de l'art, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la connaissance des intentions d'un artiste ou de la vie d'un artiste éventuellement, du milieu dans lequel il crée, des musées, enfin, des institutions qu'il expose, de l'esprit d'une époque, de ses relations éventuellement avec d'autres artistes, d'autres formes d'art, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça fait comme une toile d'araignée euh, une toile d'araignée dans laquelle l'œuvre d'art en fait est placée. Et cette œuvre d'art, elle est en fait dans un réseau, elle est complètement interconnectée avec des tas d'autres éléments. Et plus je connais ces éléments, plus je suis apte à appréhender l'œuvre d'art dans toute sa, dans toute sa richesse, dans toute sa enfin, plus je suis capable de l'apercevoir de manière appropriée, c'est-à-dire sans me tromper sur le sens, sans passer à côté du sens de l'œuvre d'art, ou sans, par exemple, me tromper parce que j'aurais fait un anachronisme, justement, par ignorance de l'histoire de l'art. Donc c'est ça que Levinson veut mettre en avant en soutenant une thèse historiciste, pour sa part. Hein. Il insiste vraiment sur l'idée que pour appréhender correctement une œuvre, il faut la placer dans son histoire. Donc, deuxième limite du formalisme, mais cette fois-ci pas en philosophie, pas comme thèse philosophique, esthétique, mais le formalisme en art. On pourrait reprocher aux artistes ou au formalisme artistique une obsession pour la forme. On pourrait dire finalement la question comment peindre, comment sculpter, comment composer une image, comment photographier, filmer, etc. Ou c'est aussi la question en un sens de la technique deviendrait plus importante pour créer un objet formellement captivant, disons, pour le regard ou pour l'expérience esthétique. Tout ça, en fait, serait plus important que la question que peindre, la question finalement du contenu, du sujet et de la signification. Donc c'est ça qu'on pourrait reprocher, l'idée que la forme importerait plus que le fond. Et donc ça tend finalement à réduire la création à des méthodes de composition qui n'auraient pas de contenance véritable, pas de contenu, pas de signification véritable. Ou en tout cas, qui seraient ces significations secondaires. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le caractère autotélique de l'art, l'idée que l'art est à lui-même sa propre fin. Autotélique, ça vient de autos, soi-même, télique, télos, télos, c'est la fin visée, la fin en tant qu'objectif. Donc l'art n'aurait pas d'autre fin que lui-même, en fait. Et l'art ne viserait pas une fin ou un objectif qui serait signifier quelque chose. C'est ça que veut dire, c'est l'art pour l'art. On dit, hein, on utilise parfois cette expression d'art pour l'art. L'art vaut en lui-même et il ne vaut pas pour ce qu'il signifie, pour son contenu. Et donc cette question de la signification, elle serait inappropriée.
Donc ça, c'est une objection possible au formalisme en art. Maintenant, Noël Carroll, je présente un petit peu une citation en 3 parties, en trois diapositives de Noël Carroll. Alors encore un philosophe américain, spécialiste d'esthétique, toujours vivant aujourd'hui, qui a écrit des tas de choses, hein, aussi bien sur l'art en général que sur la danse, le cinéma d'horreur ou même l'humour. Il a écrit des livres sur l'humour, le stand-up comédie, etc. Donc c'est une personnalité new-yorkaise très importante dans le monde, pas simplement new-yorkais, mais philosophique en général, le paysage philosophique contemporain. Donc Noël Carroll dit ici, les formalistes avaient tort de croire que la structure ou la forme de l'œuvre est la seule chose qui compte dans une expérience esthétique. Il s'agit, certes, à n'en pas douter, de l'une des façons possibles de nous rendre attentifs aux œuvres que nous avons l'habitude de rapporter à une expérience esthétique. Noël Carroll dit, voilà, bien sûr, c'est important la forme d'une œuvre d'art. C'est notre moyen d'accéder, c'est quand même un moyen d'accéder à une expérience physique, sensible, qu'on ne peut pas négliger. Et on peut donner à cette expérience le nom d'appréciation formelle, ou justement design appreciation. On apprécie une forme ou un ensemble de formes, une composition. Mais, poursuit Noël Carroll, l'appréciation formelle, elle est importante, mais elle n'est pas le seul type d'expérience que nous appelons esthétique. Le fait de discerner les qualités expressives et esthétiques d'une œuvre peut être également tenu pour paradigmatique, pour important, pour central, disons. Donc là, il dit finalement, en plus des propriétés ou des qualités formelles d'une œuvre, il faut tenir compte des qualités expressives et esthétiques. Donc il fait une différence entre les qualités purement formelles et les qualités expressives et esthétiques. Autrement dit, la forme, c'est quelque chose d'une part, et d'autre part, il y a ce qu'exprime la forme, ou une manière un peu plus sophistiquée de qualifier cette forme de manière esthétique. Exemple, par exemple, donc le fait de se montrer attentif à l'élégance et à la légèreté, ici c'est les termes que j'ai mis en italique et en gras qui sont importants, d'un édifice, ou à l'angoisse qui se manifeste dans un poème, prêter attention à un vase, ne pas se contenter d'en observer le poids, la forme et la taille, mais l'élégance. Voilà une expérience esthétique, nous dit Noël Carroll. Donc là, pour résumer un petit peu ce qu'il dit, dire ce bâtiment est aérien, grandiose, c'est quelque chose d'autre que de dire ce bâtiment mesure 150 mètres de haut ou à telle forme. J'aurais pu mettre une forme, je sais pas moi, bien sûr, je sais pas, rectangulaire. Enfin, c'est un bâtiment, je ne sais pas parler d'architecture, mais voilà, c'est simplement, c'est lui attribuer des propriétés qui ne sont pas des propriétés strictement, enfin, basiques, physiques. Mais c'est lui attribuer des propriétés esthétiques. En disant il est aérien, grandiose, on offre une description esthétique de l'édifice architectural qui n'est pas entièrement réductible à il mesure 150 mètres de haut. On en dit quelque chose de plus. De la même façon, ce poème est angoissant, c'est une propriété qui est survenante, qui est en plus ou au-delà, si vous voulez, des rythmes ou des sonorités plaisantes du poème. Donc quand je dis ce poème est angoissant, je dis quelque chose d'autre ou de plus que ce poème a un rythme et des sonorités plaisantes. J'indique quand même quelque chose, hein, l'angoisse, j'indique quelque chose sur sa signification, sur le contenu, sur ce qu'il véhicule, sur ce qu'il veut dire, ce qu'il signifie. De même, ce vase est élégant, dit quelque chose de plus et plus informatif que dire simplement ce vase est sphérique et fait 20 cm de diamètre. Donc là, on pourrait dire beaucoup de choses sur la théorie de la survenance. J'aimerais peut-être à l'occasion vous la présenter si on en a le temps ou si ça vous intéresse. Mais c'est l'idée qu'il y a différents types de propriétés que nous pouvons attribuer aux œuvres qui nous entourent et que sans doute les propriétés formelles ou matérielles sont importantes, mais que sur ces propriétés que l'on peut dire, que l'on peut nommer comme étant des propriétés de base, surviennent des propriétés esthétiques. Ces propriétés esthétiques, elles ne sont pas complètement détachées, flottantes au-dessus de l'objet, ou c'est pas simplement des propriétés de notre langage peut-être, des projections de notre manière de décrire ou de voir, mais elles sont sans doute dans les choses, et ça c'est la thèse du réalisme esthétique qu'on peut essayer de défendre, qui a été défendue par plusieurs philosophes, et grâce à la théorie de la survenance. La théorie de la survenance, elle tend à montrer que
ses propriétés survenantes, aérien, grandiose, angoissant, élégant, mais aussi beau, etc. On peut en énumérer plein, toute une diversité. Ces propriétés survenantes, elles dépendent des propriétés basiques, physiques, formelles, mesurer 150 mètres de haut, avoir telle ou telle forme, arrondi, concave, convexe, etc. Voilà. Donc, elles dépendent de ces propriétés basiques, c'est-à-dire que si ces propriétés basiques n'étaient pas telles qu'elles sont, bah, il n'y aurait pas les propriétés esthétiques qu'on attribue aux choses. Donc, elles dépendent de ces propriétés de base. Elles covarient avec elles, c'est-à-dire que si je prends un vase et que je le brise sur le sol, évidemment, les propriétés esthétiques vont être modifiées. Je ne pourrais plus dire qu'il s'agit d'un vase élégant quand c'est juste des débris au sol, ou alors si je prends une sculpture en argile qui n'est pas achevée et que je lui donne une forme puis une autre forme, évidemment, si je change les propriétés physiques, eh bien, les propriétés esthétiques varient avec les propriétés formelles. Donc, il y a dépendance, covariation, mais irréductibilité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce que l'on dit lorsqu'on attribue des propriétés esthétiques aux œuvres d'art, eh bien, ça ne se réduit pas aux propriétés basiques, comme s'il y avait un autre niveau ou une autre, disons, une autre réalité de la chose à laquelle on peut quand même accéder. Alors, bien sûr, après, il faut préciser comment, etc., comment on fait pour ne pas se tromper, pour accéder réellement aux bonnes propriétés esthétiques. Il y a toute une littérature sur le sujet que je ne vais pas présenter aujourd'hui. L'important est de retenir ici que la forme est importante, mais qu'elle ne peut pas réellement être détachée de son contenu lorsqu'on parle d'art et que l'on veut réellement appréhender les œuvres d'art comme elles doivent l'être. Alors, troisième problème, troisième limite ou objection que l'on peut adresser donc au formalisme en esthétique, c'est le risque du relativisme ou du subjectivisme, qui est une menace particulièrement forte dans le monde contemporain à tous égards, hein, c'est-à-dire relativisme, c'est tout est relatif, chacun pense ce qu'il veut, on est dans l'ère de la post-vérité, rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est songe, tout est mensonge, ça donne bien sûr les plus grands écueils du complotisme, etc. Mais en esthétique, c'est particulièrement vrai, c'est particulièrement courant, à mon sens c'est faux, mais l'esthétique, la théorie de l'art ou même la pratique artistique souffre, à mon sens, on peut ne pas être d'accord et on peut en discuter, mais souffre d'un relativisme exacerbé qui est une sorte de doxa, d'opinion, de préjugés, d'opinion répandue et qu'on n'interroge pas suffisamment. Et dont on croit qu'il n'est pas pertinent de l'interroger d'ailleurs. On tient pour acquis ce relativisme. C'est-à-dire, le relativisme, c'est donc tout est relatif, ou c'est l'idée du chacun ses goûts. C'est-à-dire, finalement, on ne peut pas vraiment discuter des goûts et des couleurs. Tout ça est une affaire de goût subjectif et l'art, c'est une question de j'aime ou j'aime pas. Et le problème, bien sûr, c'est que ça empêche tout un tas de choses, c'est-à-dire ça empêche d'évaluer correctement, ou ça rend incompréhensible le fait que nous puissions avoir la tentation, et que nous fassions même, d'évaluer des œuvres, que nous disions ça c'est un chef-d'œuvre, ça c'est une œuvre médiocre. Nous disons par exemple des films de Claude Chabrol ou de Woody Allen qu'il y a des films majeurs et puis des films mineurs. Ça, c'est un grand Woody Allen, ça, c'est un petit Woody Allen, etc. On fait constamment des jugements de valeur qui en fait, euh, en tout cas, quand on les fait, ces jugements de valeur, on a quand même l'impression que ça ne dépend pas simplement de notre goût, mais qu'il y a réellement des raisons objectives de dire, et même peut-être réalistes, réelles, donc de faire ces attributions, de dire ça c'est un chef-d'œuvre, ça c'est un navet, etc. Donc, bref, ça c'est un des problèmes que rencontre le relativisme, ou on peut dire aussi le subjectivisme. Donc le relativisme, c'est la thèse selon laquelle donc nos discours sur les œuvres d'art, ou ce que nous disons des œuvres d'art, ou les propriétés esthétiques des œuvres d'art ne dépendent que de leurs observateurs. Ça dépend d'un tel ou d'un tel. Et finalement, l'œuvre d'art en elle-même, on ne peut rien en dire d'objectif ou de réel.
Tout ça, c'est juste dans l'œil du spectateur, pour rejoindre la thèse de Gérard Genette qu'on exposait tout à l'heure. Donc, relativiste ou subjectiviste, c'est-à-dire cela dépend, c'est relatif au sujet, ça dépend d'un sujet de l'expérience. Le sujet, hein, c'est l'observateur ici, le spectateur d'art. Donc, en considérant seulement les propriétés intrinsèques des œuvres, quand on considère seulement les propriétés formelles, manifestes, immédiatement sensibles, les propriétés manifestes comme la forme, la couleur, ce dont on peut faire une expérience immédiate, spontanée, purement sensible, alors eh bien, ça implique que l'art ne donne lieu qu'à des appréciations subjectives qui dépendent de la sensibilité de chacun. La sensibilité, c'est vraiment le domaine. Ici, il y a le problème du fait que la sensibilité nous sépare les uns des autres, de la même façon que je ne peux pas avoir mal à tes dents, que vous ne pouvez pas avoir mal à mon oreille, là, parce que là, je souffre apparemment d'une otite terrible au moment où je vous parle. Donc ça rend l'expérience, pour le coup, moins agréable qu'une expérience esthétique. Mais bon, voilà, on ne peut pas partager nos douleurs, on ne peut pas partager nos sensations. Et ben, le relativisme en art, ou le subjectivisme en art, c'est cette idée qu'on ne peut pas partager nos sensations face aux œuvres d'art, nos expériences esthétiques. Et donc, ça rend complètement caduque ou irrationnel nos discussions. En fait, on ne pourrait pas vraiment discuter des œuvres d'art puisque chacun les perçoit ou les ressent différemment. Voilà. Donc le risque, hein, c'est... alors, on a des exemples de jugements de goût ici, ou des jugements subjectifs. Cela me plaît, ça me déplaît, je trouve cela beau, je trouve cela laid, j'aime, je déteste ces formes, cette composition. Ce type de jugement dépend d'un sujet, ne se discute pas rationnellement. Quand je dis j'aime, je déteste, ça me plaît, ça me déplaît, je trouve ça beau, laid, en fait, je parle de moi. C'est je trouve, c'est pour ça que j'ai mis en gras hein, ce qui caractérise le je, le sujet. Ça me plaît, j'aime, je déteste, je trouve. Donc on insiste aussi sur, bien sûr, la forme ou la composition, parce que ce sont justement, précisément, les propriétés que je peux percevoir, que je peux sentir immédiatement sans connaissance du contexte, ou sans concept. Voilà, donc le problème, il est le suivant. En fonction de l'expérience que chacun a d'une œuvre, n'importe quelle propriété pourrait lui être attribuée. Donc, c'est le problème de la post-vérité dans lequel on est aujourd'hui. C'est que, on le voit sur les réseaux sociaux, chacun est libre d'exprimer son opinion, même quand il ne sait rien de tel ou tel sujet. Donc, il y a l'idée qu'en fait, on peut dire ce que l'on veut et on arrive à des personnes chez qui ça s'exprime de manière complètement paroxystique, comme Donald Trump, hein, où vraiment plus rien n'est vrai, plus rien n'est faux. Le changement climatique, c'est juste, si je dis que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc c'est l'idée qu'on est enfermé dans notre propre sensibilité. Si je sens qu'il fait froid, bah, vous voyez qu'il fait froid, bah, c'est bien qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment le règne de la sensibilité, de l'opinion subjective. Et du coup, je peux très bien dire qu'une œuvre est un chef-d'œuvre et je ne tiens pas compte de raisons objectives de défendre ce statut de chef-d'œuvre. Et de la même façon, je peux complètement dévaluer une œuvre en disant c'est vraiment un navet pas intéressant, sans me justifier, sans avancer de raisons objectives. Et finalement, sur l'art, si on accepte le formalisme empiriste tel que je l'ai exposé, en art, on ne pourrait jamais dépasser ce stade du goût, du jugement subjectif basé sur les goûts et les préférences de chacun. Et quand vous discutez quand même avec les gens autour de vous, assez spontanément, vous voyez que c'est alors peut-être moins dans les écoles d'art, justement, mais par ailleurs, quand moi je présentais un petit peu mon sujet de thèse à l'époque et que je disais que je voulais essayer de défendre un réalisme esthétique, je me heurtais à des réactions d'incompréhension spontanée, justement, qui disaient, mais attends, mais comment tu peux dire ce qu'est l'art en soi? En fait, c'est l'art dépend des goûts et des visions de chacun, donc comment on peut théoriser ça, comment on peut discuter de ça rationnellement, etc. Et c'est vraiment complètement spontané. Hein. Donc, je crois que c'est encore très répandu. Voilà, donc, or,
qu'est-ce qu'on peut opposer au relativisme ou au subjectivisme? Eh bien, c'est qu'appréhender les propriétés esthétiques d'une œuvre, souvent, ce n'est pas possible si l'on s'en tient à une perception directe des qualités manifestes de l'œuvre. Il faut connaître des éléments concernant les intentions artistiques, les processus de création et des tas d'autres choses, hein, le contexte institutionnel, l'esprit d'une époque, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. C'est indispensable pour appréhender l'art pleinement et correctement, ne pas se tromper. C'est aussi nécessaire pour démasquer des imposteurs en art, des gens qui feraient soi-disant pour la première fois quelque chose qui a déjà été fait dans les années 50. Et j'ai en tête l'exemple d'une artiste new-yorkaise, ou en tout cas elle a exposé à New York, enfin, elle a, elle a fait un concept, c'était plus un concept qu'une exposition, puisque c'était l'idée d'une exposition du vide, c'est-à-dire dans une galerie, ne rien mettre, et puis dire, voilà, il n'y a rien au mur, et c'est mon exposition artistique. Et les critiques new-yorkais se sont copieusement moqués d'elle, puisqu'évidemment, Yves Klein avait fait la même chose 50 à 60 ans plus tôt. Et dans ce contexte-là, c'est un peu ridicule de ne pas s'en être rendu compte en tant qu'artiste que en fait le truc avait déjà été fait. Voilà, donc finalement, connaître le contexte artistique, c'est vraiment important et on ne peut pas simplement se contenter d'appréciation subjective, de forme immédiate, parce que c'est aussi un point que je n'ai pas abordé, mais si on s'en tient à la thèse que j'ai exposée, formaliste et empiriste, on ne peut pas faire la différence entre l'expérience esthétique d'une œuvre d'art et, par exemple, l'expérience esthétique d'une belle forme dans la nature. Je pourrais appréhender avec plaisir les formes, la composition naturelle d'un paysage sous mes yeux, ou la beauté d'un coucher de soleil, la couleur, les formes des nuages, etc. Je pourrais avoir une expérience plaisante, immédiate, une perception sensible, immédiate de ces réalités naturelles, une forêt, un paysage, peu importe, un arbre, voilà. Mais m'émouvoir de cela esthétiquement en disant c'est beau. Et finalement, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de moyen dans cette thèse de différencier l'expérience esthétique naturelle de l'expérience esthétique de l'art. Donc il n'y a pas de moyen de distinguer nature et art si je souscris à la définition esthétique de l'art en termes de forme et d'expérience esthétique plaisante. Voilà, donc pour revenir à cette critique du subjectivisme et du relativisme, ce qui permet de sortir de tout est relatif, chacun ses goûts, etc. Je dis ce que je veux sur les œuvres d'art en fonction de si je les aime ou si je les aime pas. Ce qui permet de sortir de cette attitude, pourtant largement répandue, eh bien, c'est de connaître l'histoire de l'art, les intentions, les processus de création. Et plus je connais, plus je suis apte à formuler des jugements sûrs et objectifs, puisqu'il y a une certaine objectivité de l'histoire de l'art. Si je me documente, si je respecte la chronologie de l'histoire de l'art, etc., il y a un accord quand même entre il y a des sources fiables, documentées, voilà, donc ça relève quand même de l'objectivité. Et à partir de là, on peut discuter rationnellement de ce qu'est l'art et on peut appréhender les formes avec une autre épaisseur, avec tout le contenu et la signification qu'ont ces formes, ce dont manque cruellement donc la thèse formaliste en esthétique, en philosophie. Donc Sébastien Réau dit ici dans un dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art, dont éventuellement je pourrais vous donner les références complètes plus tard. Donc il a fait l'entrée du dictionnaire catégorie de l'art et il dit même l'appréciation de l'art abstrait qui est une catégorie éminemment formelle, hein, j'ai mis tout à l'heure un Kandinsky, mais vous connaissez d'autres artistes abstraits, Pollock, etc. Eh bien, pour Sébastien Réau, même l'appréciation de l'art abstrait, même si c'est une catégorie formelle, c'est-à-dire c'est pas un art figuratif, un art qui représente quelque chose que nous pouvons identifier, etc. Eh bien, même cet art-là exige la prise en compte des particularités de cette catégorie par opposition à d'autres. C'est-à-dire, il faut pouvoir mettre
avoir la connaissance de cette catégorie art abstrait, art formel, etc., formalisme, il faut avoir la connaissance plus large de cette catégorie dans le contexte de la création artistique en général, de l'histoire de l'art. Sinon, se passer de cette catégorie, de l'art formel ou de toute considération catégorielle pour apprécier l'art, ça reviendrait à faire des œuvres, des prétextes ou des supports contingents d'une expérience subjective qui pourrait avoir lieu à partir de n'importe quel objet partageant le même type de propriété non esthétique manifeste. La citation pardon, est particulièrement complexe, mais en fait, il exprime un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si je m'en tiens à une expérience immédiate, sans avoir connaissance des catégories dans lesquelles placer les choses que je suis en train d'appréhender, alors je ne fais pas la différence entre une œuvre d'art et un coucher de soleil, par exemple. C'est simplement une affaire de sensation immédiate et plaisante. Voilà, donc maintenant, je vais terminer bientôt en présentant quand même un petit peu le travail de Nelson Goodman, qui est un philosophe américain extrêmement important dans l'esthétique, dans la réflexion sur l'art, la réflexion philosophique sur l'art. Nelson Goodman a introduit un véritable tournant dans la philosophie de l'art ou dans l'esthétique philosophique, et un tournant qu'on appelle un tournant cognitif. Il a essayé de montrer, de sortir un petit peu l'esthétique ou l'art ou la philosophie de l'art de cette espèce de carcan dans lequel elle était enfermée, qui était le carcan du sensible, l'idée que l'art, c'est juste une affaire de sensibilité immédiate, c'est le plaisir des sens, et il n'y aurait rien d'intellectuel ou de cognitif là-dedans. Nelson Goodman a argumenté et a donné plein de manières d'analyser les œuvres d'art pour argumenter contre cette idée du sensible, du purement sensible. Donc, que dit-il ici? Il dit, selon de nombreux artistes et critiques contemporains, ce qui importe vraiment, c'est d'isoler l'œuvre d'art comme telle de tout ce qu'elle symbolise. Donc, on est encore dans l'idée du formalisme, la conception formaliste. Donc, isoler l'œuvre d'art de tout ce qu'elle symbolise. Autrement dit, isoler la forme de son contenu ou de tout ce à quoi elle réfère de quelque façon que ce soit, donc de sa signification. Ce qui compte vraiment, ce qu'elle symbolise, c'était aussi sa signification. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas la relation à quelque chose d'autre, ce n'est pas ce que le tableau symbolise, mais ce qu'il est en lui-même, ce que sont ses propres qualités intrinsèques. Donc encore une fois, là, c'est une façon de dire, à l'époque où écrit Goodman, le formalisme est dominant et en effet, on met l'accent sur les qualités intrinsèques des œuvres et non pas sur des qualités formelles, par exemple, des œuvres, et non pas sur le contexte ou sur ce qu'elle signifie, ce qu'elle raconte. Enfin, il n'y a pas forcément de narration, mais le sens qu'elles ont, en vertu notamment de leur contexte. L'art vraiment pur, donc vous retrouvez l'idée de pureté dont on a vraiment, enfin qu'on a évoqué plusieurs fois, de pure forme. L'art vraiment pur, d'après les formalistes, fuit toute symbolisation, ne réfère à rien, il doit être pris juste pour ce qu'il est, et non pour quelque chose avec lequel il serait associé par quelques relations comme la symbolisation. Donc c'est encore une façon de montrer, dans cette perspective formaliste, on distingue la forme et le contenu, et on fait comme si l'art, c'était qu'une affaire de forme, qui ne sont pas les symboles d'autre chose. À noter que symbolisation a, dans la philosophie de Goodman, un sens spécifique qui n'est pas nécessairement la colombe et symbole de paix, par exemple. C'est plus technique que cela et plus général d'une certaine façon. J'essaierai de présenter cela plus tard. Donc les théories formalistes ou empiristes ne répondent pas à des questions sur la nature, le statut des propriétés esthétiques. Finalement, ça ne nous informe pas sur ce que sont les propriétés esthétiques, la question de savoir si elles sont objectives et subjectives. On n'en apprend pas non plus beaucoup plus sur l'idée du réalisme. Est-ce que les propriétés sont réellement dans les œuvres que nous appréhendons? Est-ce qu'elles ne sont que dans nos réactions? Le formaliste fait comme si tout était affaire de réaction, mais en tout cas, il ne traite même pas ces questions-là. Il est impuissant à les traiter, en fait, puisqu'il est en quelque sorte complètement absorbé dans une expérience esthétique autonome, sensible, pas rationalisable, pas explicable, pas connectable, si je puis dire, à un contexte plus vaste, etc. Donc l'esthétique, ça serait une espèce de monde fermé comme ça, qui serait pas vraiment intelligible et qui ne serait qu'affaire de pure sensation immédiate, de forme, de belle forme.
Alors, conclusion, en esthétique et en art, on a exposé quand même plusieurs raisons de renoncer à une définition en termes de critères empiristes et formalistes. L'expérience esthétique autonome non cognitive de forme appréhendée pour elle-même, mais à l'écart des informations contextuelles inhérentes à la production des œuvres d'art et nécessaires à leur compréhension et à leur appréhension appropriée. Donc on isole l'art ou l'œuvre d'art, c'est vraiment l'idée d'art pour l'art. On fait de l'art une fin en soi, c'est-à-dire pas une forme d'expression qui indique autre chose ou qui signifie quelque chose. Et on isole l'art de tout ce qui l'a précédé, c'est-à-dire la création, le processus de création, et on isole l'œuvre d'art de sa réception et de, de comment dire, d'une analyse précise de ce qui se passe concrètement dans l'expérience esthétique. Donc voilà quels sont les types d'objections qu'on peut faire. Enfin, c'est la principale objection que l'on a pu faire au formalisme en philosophie et aussi un petit peu, bien sûr, en art. Donc, or, les formes ont un sens qui dépend d'un contexte à prendre en compte. Et c'est bien cette idée du sens et du contexte sur lequel j'aimerais revenir la prochaine fois en exposant la théorie de Goodman. Donc, quelle est la solution à ces problèmes, une alternative à cette définition que j'ai exposée aujourd'hui. Le fonctionnalisme de Nelson Goodman est intéressant à cet égard. Donc, dans Langage de l'art, une approche de la théorie des symboles en 1968, mais aussi dans son autre ouvrage célèbre, enfin en tout cas connu en esthétique, Manière de faire des mondes, manière au pluriel de faire des mondes, au pluriel aussi, donc, il propose une alternative. Il dit finalement, c'est pas tellement la question qu'est-ce que l'art qui importe que quand y a-t-il art. Et il va vraiment s'intéresser au fonctionnement de l'art en termes symboliques. Donc encore une fois, pas le symbole au sens de la colombe, enfin, symbole de paix, mais en un sens plus technique. Mais comprendre l'art, soutient Nelson Goodman, ça suppose qu'on prenne en compte à la fois la forme et le contenu. Et c'est vraiment là-dessus que je veux conclure en disant, je crois, et ça vaut, j'ai pas eu le temps de répondre à tous les aspects qu'on a traités. Les mathématiques et la logique, bien sûr, sont des sciences formelles, euh, mais je crois qu'en morale, je crois qu'en esthétique, oui, en morale et en esthétique, et même dans la vie ordinaire, je ne suis pas sûre qu'il soit pertinent de séparer radicalement, du moins, la forme et le contenu. C'est-à-dire que je crois que si on met entre parenthèses le contenu, on perd vraiment quelque chose de ce qu'est la forme, en fait. Et, euh, et même si, bien sûr, l'exposé a été, enfin, la conférence a été un peu abstraite, très technique, j'en ai bien conscience. Je pense que c'est une première sensibilisation que de toute façon vous pouvez réécouter. C'est une première présentation de concepts philosophiques qui peuvent être voilà, réécoutés, retravaillés dans les années qui vont venir pour vous, euh, en vous encourageant, j'espère, à vous dire que ce que vous faites, c'est pas simplement des jolies choses, des jolies images, des jolis dessins, des jolis vêtements, des jolis édifices ou des agencements architecturaux. Mais c'est que bien sûr, et ça je pense que de toute façon vous le faites bien dans les autres matières, dans les autres disciplines, grâce à vos professeurs à l'école de Condé, mais voilà, c'est juste une manière de dire que même en philosophie, parce qu'on pense souvent que la philosophie est une discipline purement abstraite, eh bien il y a de sérieuses raisons, de sérieuses thèses, de sérieuses conceptions et de sérieux arguments en faveur de l'idée selon laquelle une forme n'est pas séparable de son contenu. Et j'aimerais le présenter donc la prochaine fois en essayant de vous présenter un petit peu la philosophie de Nelson Goodman. Nelson Goodman dit lorsqu'on est face à un tableau, on ne peut pas traverser le symbole pour aller à ce à quoi il réfère. Donc on ne peut pas il insiste sur l'idée qu'on ne peut ni mettre entre parenthèses la forme, ni mettre entre parenthèses le contenu. Et que normalement, l'appréhension esthétique, disons l'appréciation esthétique ou l'expérience esthétique, elle doit être une appréciation simultanée de la forme et du contenu. C'est-à-dire sentir pourquoi telle forme a été choisie pour tel contenu
et pourquoi tel contenu est particulièrement bien véhiculé ou telle signification est particulièrement bien exprimée ou évoquée par telle forme. Et à mon sens, je pense que c'est ce qui fait qu'une œuvre est réussie, c'est cette adéquation de la forme et du contenu, quand bien même, on est bien d'accord hein, qu'il existe de l'art conceptuel dans le postmodernisme, voilà. Et donc il existe des arts qui mettent l'accent sur les formes, des arts qui mettent au contraire dans l'art conceptuel l'accent sur la pure idée, le pur concept. Mais entre ces cas extrêmes, il reste important de considérer des composés de forme et de matière en comprenant que sans doute c'est ce qui fait quand même la qualité d'une œuvre d'art réussie, d'avoir trouvé cette adéquation. Mais ça peut être discuté. Voilà, donc Goodman a cet intérêt quand on lit ses livres et qu'on étudie un petit peu ses théories. Elles sont un peu complexes, ces conceptions, mais les points essentiels et qui sont vraiment fondamentaux, et c'est des apports décisifs de sa pensée, c'est qu'il met en question la distinction radicale entre matière et forme, qui nous a intéressés aujourd'hui, ou contenu et forme, disons, voilà. La distinction aussi entre sensibilité et compréhension. Il argumente vraiment en faveur d'une conception de l'art qui ne dit pas que, enfin, qui dit que l'art est autant affaire de cognition que de sensibilité, autant affaire de connaissance que de sensibilité. Il met en question la distinction entre émotion et cognition, et enfin entre les problèmes artistiques et les problèmes scientifiques. Voilà, en espérant que la conférence a été quand même inspirante, au moins pour vous, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses à digérer. Moi-même, en la préparant, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de mettre un petit peu en ordre les différents aspects. Ça aurait pu être mieux composé, mais voilà, dans le temps qui m'était imparti, j'ai fait ce que j'ai pu.